Enregistrement. Alors, du coup, je me présente, je suis Lola Dubreuil, je suis chargée de mission à l'URPS Infirmier. Et du coup, je vais co-animer ce webinaire avec Véronique. Je te laisse te présenter, Véronique. Oui, bonjour à tous. Je suis Véronique de Goulet, je suis infirmière libérale en Vendée, à Rive de Lyon. Merci. Donc, l'objectif, là, c'est de vous présenter un peu le dispositif de soins non programmés infirmiers. C'est à la fois pour les infirmiers libéraux et pour les infirmiers de centres de santé dans le département de la Vendée. Donc, on va commencer par vous présenter un peu ce que sont les soins non programmés infirmiers. Comment est-ce que l'infirmier de soins non programmés est identifié? L'intervention au domicile du patient, la rémunération. Puis, on fera un petit point aussi sur le service interprétariat auquel vous pouvez faire appel quand vous intervenez chez des patients. Donc, pour commencer, un petit point sur les soins non programmés infirmiers. Donc, les soins non programmés, ils permettent de répondre aux besoins des patients qui ne relèvent pas de l'urgence vitale, mais dont la prise en charge ne peut pas être anticipée ou retardée. L'objectif, c'est de permettre aux patients de rester à domicile, donc d'avoir leurs soins à domicile, et quand c'est possible, de leur éviter de passer aux urgences. Donc, comment est-ce que ça se déploie? En fait, vous pouvez être sollicité donc, du lundi au vendredi, de 8h à 20h, par la régulation médicale du SAMU-SAS. Donc, en fait, comment est-ce que ça va se passer? La régulation médicale va vous contacter. Si jamais vous ne répondez pas tout de suite, ils vont vous laisser un message vocal et vous aurez ensuite 30 minutes après qu'ils vous aient appelé pour pouvoir les recontacter. Et vous êtes libre d'accepter ou non la prise en charge. Donc, même si vous ne pouvez pas, l'idée, c'est de leur répondre assez rapidement pour qu'ils puissent passer à l'infirmière suivante. Pour ce qui est des modalités d'intervention, lorsque vous aurez la régulation médicale au téléphone, ils vont vous communiquer plusieurs choses, notamment la raison du recours, à savoir si le besoin est clairement identifié ou non, l'identité de la personne, son adresse et son numéro de téléphone. Ensuite, ce sera à vous de joindre directement la personne et lui donner un créneau horaire d'intervention. Et en fait, vous avez 4 heures pour intervenir après avoir été en contact avec le SAMU. Donc, comment est-ce que la régulation médicale vous contacte? Donc, en fait, lorsque la régulation identifie un besoin d'intervention infirmier, d'abord, au préalable, elle va s'assurer que le patient soit a le matériel nécessaire, soit qu'il peut se rendre à la pharmacie ou que son aidant peut le faire, soit que le pharmacien peut livrer directement le matériel à domicile. Dans le cas où le patient a un infirmier habituel, la régulation médicale va demander les coordonnées au patient et ensuite, donc, ce sera d'abord cet infirmier-là habituel qui sera contacté. Donc, nous, on vous invite à laisser vos coordonnées accessibles au domicile du patient pour qu'il puisse, en cas de besoin, les communiquer à la régulation. Dans le cas où l'infirmier habituel ne serait pas disponible ou que le patient n'aurait pas d'infirmier habituel, alors la régulation va rechercher l'infirmier le plus proche du domicile. Pour ça, il va utiliser l'annuaire Amélie. Donc, pour l'annuaire Amélie, donc, il a juste à rentrer l'adresse du patient et là, ça va sortir donc, les infirmiers les plus proches. Donc, nous, on vous invite là encore une fois à vérifier que vos éléments sont bien à jour et si ce n'est pas le cas, à le faire directement sur l'annuaire de l'assurance maladie. Donc, dans le cas où c'est plutôt un infirmier de proximité et non pas l'infirmier habituel qui va intervenir, l'URPS infirmier a créé une fiche de transmission que vous pourrez remplir et laisser directement au domicile ou transmettre par messagerie sécurisée de santé pour l'infirmier habituel et pour le médecin ou encore pour d'autres pros qui pourraient intervenir avec le patient. Véronique, je te laisse la parole. Oui, merci Lola. Donc là, moi, je vais vous présenter un petit peu à quoi ressemble l'intervention au domicile du patient ou de l'EHPAD, hein, ça pourrait être envisagé, possible. Sur place, hein, il faut donc identifier le besoin du patient. On peut être appelé dans le cadre en particulier d'une levée de doute. Donc, on va bien identifier le besoin réel ou alors on nous a envoyé avec un objectif bien précis. Donc, le besoin peut être donc une consultation infirmière pour une levée de doute. Voilà,
Le médecin régulateur ne sait pas trop, n'est pas sûr, ou en tous les cas, il se pose la question de est-ce que ça peut attendre le lendemain avec un rendez-vous pour une consultation médicale en ville. Ça peut être un acte simple, voilà, après une chute, une blessure, mais qui, voilà, qui nécessiterait peut-être pas de film. Enfin bon, ça peut être évalué par une infirmière. Ça peut être un conseil en santé, ou en tous les cas déboucher sur un conseil en santé ou une orientation. Donc là, dans tous les cas, ça peut être une téléconsultation médicale, hein, et là, c'est via un lien. Alors nous, on n'a rien à faire, hein, si le médecin régulateur estime voilà, qu'une téléconsultation peut se faire, c'est lui qui nous envoie un lien via notre smartphone. Au niveau du matériel, le matériel, c'est celui qu'on a dans nos trousses, donc de quoi prendre des constantes, donc tensiomètre, la saturation, et puis le thermomètre quand même, qui peut être utile. Et puis pour tout ce qui va concerner les actes simples en tous les cas, rien de plus que ce que l'on a habituellement, soit dans nos mallettes, soit dans nos voitures. Rien de plus. En tous les cas, à l'issue de la prise en charge du patient, un bilan téléphonique est fait, hein, à la régulation médicale. Souvent, on passe par l'OSNP. Et ce sera en composant, donc pour nous, pour le département de la Vendée, en tous les cas, en composant le 15 et de faire le choix 5. C'est des choix qui sont cachés. Voilà. On remet, je crois, Lola, je ne sais pas sur les différentes situations. Il y avait peut-être Stéphanie qui souhaitait Oui, Stéphanie, du coup, qui est aussi élue à poursuivre. l'ERPS infirmier, qui peut nous dire un petit mot, puisqu'elle a l'expérience de la Sarthe, où Voilà. les soins non programmés infirmiers sont déjà déployés. Bon, bonjour à tous. Je viendrai compléter hein, si vraiment vous avez des questions plutôt en termes de retour d'expérience. Mais non, non, Véronique, je te laisse continuer à présenter comme c'était Donc prévu. du coup, c'est vrai voilà, on a mis quelques situations qui pourraient faire l'objet donc d'un appel de l'infirmière, d'une réponse infirmière à la régulation. Voilà, des suites de Covid par exemple, avec des malaises. Ça peut être une toux depuis quelques jours. Donc c'est des patients qui la plupart du temps sont quand même plutôt âgés, puisque nous l'intérêt c'est vraiment de couvrir le domicile. Euh, voilà, là par exemple il y a un cas d'un patient plus jeune. Mais pareil, avec une particularité, c'est des suites d'un Covid. Voilà, donc ça peut être l'occasion, en tous les cas, de faire venir une infirmière pour faire le point. L'idée, hein, les objectifs, peut-être, enfin, rappelés tout à l'heure, hein, c'est toujours donner une réponse, en tous les cas, éviter le déplacement inutile et en particulier de faire appel à un transport sanitaire, et puis voilà, et puis d'augmenter les venues aux urgences qui ne seraient pas utiles, hein. Donc on remet donc au niveau du matériel. Alors le glucomètre, c'est vrai il est noté là. Bon, tout le monde n'en a pas parce que ça n'est pas si parce que souvent les glucomètres ils sont chez les patients. Pour autant, je suppose que si vous aviez à vous déplacer auprès d'un patient qui vous dit qu'il est diabétique et insulinodépendant, il y a de fortes chances qu'il ait un glucomètre à la maison et qu'il puisse voilà, qu'il puisse être utilisé bien évidemment. Au niveau des actes, voilà, ça pourrait aller jusqu'à une perfusion, mais vous voyez bien que l'intérêt là, c'est aussi d'avoir cette possibilité d'être en lien avec la pharmacie et donc potentiellement d'avoir quelqu'un à la maison. De toute façon, après, la décision finale, elle est toujours prise par le médecin, hein. C'est lui qui est garant du dossier et de l'orientation, en tous les cas médicale.
Lola, peut-être passer du coup au chapitre de la rémunération, bien évidemment, hein, protocole dérogatoire. Donc, il a été entendu avec la caisse primaire d'assurance maladie du 85 d'avoir, pour pouvoir mettre ce protocole, il était important pour nous d'avoir, en tous les cas, de travailler sur une rémunération et en particulier une rémunération plancher. Elle a été donc établie sur l'AMI 5.6, qui est, bon, pour ceux qui s'en souviennent, qui était la visite domiciliaire. Donc, on est parti sur cette rémunération-là. Je vais vous décliner les trois cas, les trois cas plus tard. Donc, important au niveau de l'ordonnance. Donc, en fait, vous allez donc vous déplacer chez le patient. Ce n'est pas des prises en charge exonérées. Voilà, c'est du TPAMO-AMC ou de l'AMO-AMC en tous les cas. Donc, vous allez utiliser la carte vitale du patient et puis sa carte mutuelle pour ceux qui utilisent, pour ceux qui travaillent en tiers payant. Alors, vous allez recevoir sous 5 jours ouvrés l'ordonnance qui émanera de la régulation. Elle aura cette forme-là, donc qu'il soit bien noté en haut, donc qu'il s'agit du dispositif dérogatoire. Il y aura la date de la prescription, bien évidemment, le nom du médecin. Bon, pourquoi pas, mais toujours est-il que vous utiliserez pour télétransmettre un numéro de prescripteur qui est celui indiqué. Donc normalement, il sera indiqué sur la prescription. Ça a été travaillé avec la régulation pour que cette ordonnance soit automatisée. Ne changera que les noms, prénoms du patient et éventuellement les actes à réaliser. Donc, avec ce document-là, donc vous allez télétransmettre et donc scorer l'ordonnance et vous allez coter comme suit, c'est-à-dire que vous ne réalisez pas d'action technique. Donc vous vous déplacez, vous faites votre visite avec bilan. Il y a un retour au SAMU, ça s'arrête là. AMI 5.6. Se rajoutera bien sûr votre déplacement, vos ICA s'il est un peu éloigné de votre cabinet. Donc voilà pour la première situation. La deuxième situation, c'est si vous vous déplacez et que vous allez réaliser des soins techniques, donc reconnus de NGAP, et dont le montant, alors imaginons un petit pansement, donc montant inférieur à l'AMI 5.6. Donc, il va y avoir un retour téléphonique. Vous coterez l'AMI 5.6, même si ça a donné lieu qu'à un petit pansement côté AMI 2 normalement. Et puis, le troisième cas de figure, c'est si vous vous déplacez, vous réalisez des soins techniques lors de cette visite et qui sont d'un montant supérieur à l'AMI 5.6. Une perfusion s'il y avait c'est un patient, voilà, ou en tous les cas, une cotation qui soit supérieure à la MI 5.6. Là, vous allez donc coter l'acte le plus fort, mais sans facturer la cotation AMI 5.6. Et plus donc le déplacement et les ICA s'ils peuvent s'appliquer. Alors, donc voilà, je vous rappelais la facturation selon les règles habituelles, AMO plus AMC. Donc, il n'y a pas d'ALD normalement, ni d'exonération 3. Vous pouvez faire régler le patient, voilà, si vous ne faites pas le tiers payant, ça c'est possible, ou sinon bah, vous faites comme d'habitude. Donc sur la cotation des indemnités kilométriques, alors moi il me manque le bas, j'arrive pas à lire, donc je ne sais pas si les personnes sur le webinaire peuvent le voir. Moi je vais le retrouver, je pense ici. Alors, du coup, pour les cotations Ouais. d'indemnités kilométriques, les patients étant situés sur votre secteur habituel d'exercice, facturation selon les règles habituelles.
Voilà, il avait été posé comme situation le fait qu'on puisse coter des ICA de manière dérogatoire, c'est-à-dire sans respecter la règle du cabinet le plus proche. Mais dans la mesure où c'est un dispositif qui justement fait appel aux infirmiers déjà de proximité, normalement la règle, elle se fait déjà de manière habituelle. En tous les cas, ce dispositif-là, et en effet, il a déjà été mis en place en Sarthe, et il fonctionne de cette manière-là, et il n'y a pas lieu, en tous les cas, d'avoir une dérogation sur ces indemnités. Lola, je Ouais, pense que merci, tu c'était veux le temps de peut-être passer passer. Voilà. mon prochain diapo. Je voulais aussi vous parler du service interprétariat. Donc, c'est un service qui est gratuit pour vous, puisqu'en fait, il est financé par l'ARS des Pays de la Loire. Donc, ce service interprétariat-là, il vous permet de faire appel à un interprète lors des soins. En fait, ils vous permettent d'établir une communication à la fois sur le plan culturel et sur le plan linguistique pour mieux se faire comprendre de votre patient et pour mieux comprendre aussi, vous, de votre côté, votre patient. Ce qu'on voulait vous noter, c'est que en fait, ce service interprétariat-là, il n'est pas automatique. Donc, c'est nécessaire d'anticiper votre besoin. Donc, pour ça, on peut vous inviter à vous inscrire dès maintenant avec le formulaire qui se trouve sur le diaporama. Donc, le diaporama qu'on vous enverra juste après le webinaire. En fait, vous avez juste à vous inscrire via le formulaire. Nous, on va vous envoyer ensuite un code utilisateur. Donc, c'est ça qui n'est pas fait en automatique. Et au moment où vous aurez besoin d'utiliser ce service-là, vous avez juste un numéro à joindre et à donner le code que nous, on vous aura transmis. Donc, c'est un code qui vous est adressé une seule fois et qui sera toujours le même pour chacune de vos demandes. Donc, il y a juste à anticiper le premier besoin et après, c'est bon. Donc, voilà pour notre courte présentation. Je vous ai aussi remis les coordonnées de l'URPS infirmier, donc à la fois les coordonnées de Véronique, qui est la coordinatrice départementale du dispositif de soins non programmés infirmiers sur la Vendée, et les coordonnées aussi de l'URPS infirmier, donc de l'équipe projet, si vous avez des besoins. Je vous propose qu'on passe aux questions. On en a déjà noté quelques-unes qui sont dans le chat. Je vous propose de les lire. Alors, il y avait une question, la première, c'était pour savoir si le 15 était rapidement joignable. Donc, je pense que c'était par rapport au bilan téléphonique. En fait, vous avez un numéro qui est privilégié avec le 15, puisque c'est 15, et après, c'est un choix caché 5. Voilà, vous faites le 15 et vous faites tout de suite sur votre téléphone le choix 5. Il vous sera jamais proposé en fait. Hein, c'est un choix qui est caché et il est ciblé professionnel de santé. Voilà, c'est pour ça la précision là qu'on doit apporter sur ce numéro-là, c'est que c'est vraiment un numéro à nous composer, donc le 15 puis le 5, que dans le cadre où vous êtes amené à faire un bilan téléphonique après un appel de la régulation médicale. Ce n'est pas un numéro à contacter quand vous rencontrez des besoins lors d'un soin. Alors, il me semble que là, c'était plutôt une remarque sur le glucomètre. Quelqu'un nous disait, les pharmaciens peuvent nous en délivrer, offerts par les labos. Oui, tout à fait. C'est souvent le cas. En tous les cas, chacun peut le demander. La problématique de ces glucomètres-là, de toute façon, c'est ils ont une durée dans le temps aussi. Voilà, si vous en avez un qui a déjà 5 ou 6 ans, il est peut-être pas forcément super bien paramétré. Donc voilà, c'est un petit peu la problématique de ces appareils qui sont parfois un peu chers. Mais en tous les cas, oui, il y a des pharmaciens qui en ont relativement facilement avec les laboratoires. Donc si vous êtes en bon terme et voilà, vous pouvez leur demander. On a plusieurs questions qui sont surtout sur les ordonnances. Qui fait les ordonnances pour la pharmacie et leur transmet? Ça, c'est la régulation. C'est-à-dire que lors de ce bilan, s'il y a nécessité, alors soit le médecin a déjà identifié le besoin et il nous appelle éventuellement pour poser une perf. Là, il doit avoir fait l'ordonnance nécessaire et faxé à la pharmacie du patient
avec en plus s'être assuré soit qu'il y avait quelqu'un pour aller récupérer le matériel, ou bien que la pharmacie délivre au Mm. domicile. C'est bien ce qu'on a remis là sur l'arbre Mm. décisionnel que vous voyez. En fait, la régulation, donc c'est pas à vous du tout hein, d'aller à la pharmacie pour aller chercher le matériel. Donc c'est bien soit le patient qui a déjà ce matériel-là, soit le patient ou son aidant qui peut se rendre à la pharmacie à laquelle aura été faxée éventuellement l'ordonnance, soit le pharmacien, c'est aussi une possibilité, peut livrer ce matériel-là directement au domicile du patient. Donc, ouais. Je lis en même temps les questions, mais Oui. on répondra au Nous fur et à mesure, je intervenons pense. pour un pansement et que celui-ci nécessite une réflexion sur plusieurs jours qui ferait l'ordonnance et les soins infirmiers. Eh bien, là, enfin, je pense que la régulation, et si le médecin régulateur estime qu'en effet, ça nécessite des soins au long cours et que la personne, par exemple, n'est pas, s'il a un médecin traitant, il y a de fortes chances qu'il nous oriente vers ce médecin-là. Mais s'il n'y en a pas, ça peut très bien, je suppose, être réalisé par le médecin. En tous les cas, le médecin régulateur, lui, il doit avoir quand même à l'esprit que c'est une visite unique et que si ça nécessite d'autres passages, alors ça nécessite des ordonnances différentes ou autres ou supplémentaires. Mais voilà, là, c'est un passage unique sur appel de la régulation. Et après, s'il y a besoin d'autres passages infirmiers, là, on sort du dispositif. Et donc, si Voilà. c'est l'infirmier de proximité qui est intervenu, on repassera sur l'infirmier Voilà. Et habituel. si jamais, par exemple, ça n'était pas l'infirmier, imaginons que c'est pas l'infirmier habituel, parce que ce jour-là, il pouvait pas, et à ce moment-là, le relais peut être pris, bien évidemment. Surtout dans des séries de soins, ça n'a pas de sens de continuer avec un patient qu'on ne connaît pas, en fait, qui n'est pas le nôtre. Stéphanie, tu Mais, veux ouvrir et ton dans ce micro? cas, en effet, Ouais, c'est surtout que il y a deux ordonnances systématiquement qui vont être faites. La première, c'est pour le passage unique le jour à la demande du SAMU. Si éventuellement on va faire un pansement, on met 3 strips et on se dit quand même, ce serait bien de faire des pansements pendant 8 jours, le temps que ça se referme bien. À ce moment-là, c'est quelque chose qu'on communique avec le médecin régulateur en disant, je pense qu'il va y avoir besoin de soins pendant quelques jours. Et à ce moment-là, il y a une autre ordonnance de soins qui est plutôt souvent faxée à la pharmacie et où on dit au patient, vous recontactez votre infirmier habituel. Si, c'est pas nous. Alors, voilà, dans 80% des cas, en général, l'infirmier qui est appelé le jour en proximité par le centre 15, c'est souvent l'infirmier habituel du patient. Mais si ça n'était pas le cas, à ce moment-là, de toute façon, le patient, avec cette deuxième ordonnance, va rester décisionnaire de son effecteur de soins pour la suite. D'accord? Donc, c'est pas parce que c'est l'infirmier qui est là qui va forcément continuer les soins. C'est une deuxième ordonnance, donc une série de soins classiques. On repasse dans le droit commun. Merci Stéphanie pour les précisions. On a aussi des questions de Nadia. Est-ce que Nadia, vous voulez bien ouvrir votre micro pour nous poser les questions en direct parce qu'il y en a plusieurs, il me semble. Oui, bonjour, bonjour Véronique. Bon, je suppose que vous avez essayé de débattre, hein, c'est une très belle avancée, il n'y a pas de souci. Ce que je trouve dommage, c'est que d'emblée de jeu, on ne puisse pas escompter le bilan quand même, qui est forcément fait. Et bien, soit si c'est en dessous, ça saute, ou soit ça peut pas être compté à demi, au moins, un minimum, tu vois. dans le cas d'un autre soin. Parce enfin après voilà, bon, je sais bien, j'imagine que vous avez dû débattre et tout, hein, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi du coup, parce que quoi qu'il en soit, il y a le bilan qui est fait au SAMU. De toute façon, il y a la consulte faite auprès du patient et bilan à retour au SAMU. Et après, il y a soin ou pas. Et en fait, si c'est en dessous, ça disparaît. Alors au moins, ça aurait pu être compté à demi. Et si c'est plus, ça disparaît aussi. Et c'est les caisses qui vous ont imposé ça, Alors, j'imagine. je vais vous expliquer moi un tout petit peu, parce qu'en fait, moi, j'ai l'historique en Sarthe. En fait, Merci. ce dispositif dont vous bénéficiez en Vendée, nous, ça fait 18 mois qu'on le teste en Sarthe. Ça a été de longues négociations. Tous les 3 mois, on y retournait. Tous les 3 mois, on essayait. On a fait des contrats dérogatoires 3 mois par 3 mois depuis 18 mois. Et en fait, tout ça était parti des mesures Braun. Donc, en fait, ce qui nous sert de base de réflexion, c'est toujours les mesures Braun qui avaient eu lieu dans l'été 2022. Et ces mesures Braun étaient déjà faites comme ça.
C'est-à-dire que c'était un AMI 5.6 auquel on ne pouvait rien rajouter. Et dans les mesures Brown, c'était même pire que ça à l'époque, c'est que c'était un 5.6 si on ne faisait rien, si on faisait, alors j'entends pas rien, aucun acte conventionnellement reconnu à la NGAP. Et si on faisait par contre un pansement, à ce moment-là, c'était que le pansement, un AMI 2 qui était collé et on oubliait le AMI 5.6. Donc, on a réussi, à force de négociation, à faire que le 5.6 soit au moins une cotation plancher. Donc, je dis pas que c'est merveilleux. Je l'entends, hein, je suis infirmière comme vous. On essaye. Ce qui est important pour nous, c'est déjà de se dire qu'aujourd'hui, la régulation nous appelait déjà et qu'on y allait gratuitement. Donc là, on va faire valoriser le fait qu'on y aille, qu'on devienne un interlocuteur important, un effecteur de soins dans le cadre du SAS pour éviter à nos patients de faire un passage inutile au SAMU pour des actes qu'on sait faire, et avec une rémunération qui est le 5.6. J'espère à terme, on négocie en permanence qu'on pourra y ajouter des actes, mais pour ça, c'est l'expérience qui fera que quand on va évaluer le dispositif, on pourra dire, mais il y a toujours un acte de fait en plus, donc ce serait quand même bien qu'il soit valorisé. Donc c'est pour ça qu'on reviendra forcément vers vous dans 6 mois, dans 9 mois ou dans un an pour évaluer ce dispositif. Et plus on aura matière à négocier, plus on sera fort en fait. Mais aujourd'hui, je reconnais que c'est la seule chose qu'on a réussi à faire. Merci. Il y a aussi des questions donc, sur les bilans. Donc, si besoin d'un bilan, qui va le porter au labo? Alors, concernant les bilans, alors d'abord, il faut que ce soit possible, hein. Je pense aux infirmiers qui travaillent en milieu rural où il y a voilà, les vaguemestres, enfin, en tous les cas, les labos qui viennent récupérer nos bilans. Donc, d'une part, on va être limité. Et puis ensuite, c'est comme voilà, après c'est comme un soin, comme une prise de sang que l'on ferait à domicile. Si la prise de sang était nécessaire et demandée. Bon, pour avoir fait un petit peu Idel Mobile, hein, ça c'était le dispositif que la CPTS Centre Vendée avait déployé. Voilà, on y va rarement je pense, pour ce genre de soins. Nous, en Sarthe, Pour ça un nous est jamais médecin. arrivé. Ouais. Je pense Jamais pas on que a ce eu soit de la demande demande, mais de peut-être que des labo. collègues qui ont participé, ça a été le cas. Je... Il y a aussi une question sur les horaires de nuit, si l'intervention se poursuit au-delà de 20 heures. Si on commence, c'est-à-dire qu'on intervient avant 20 heures et que ça se poursuit après 20 heures, c'est ça? Il me semble que c'est ça, oui. C'est plutôt Euh, si tu as l'appel à 18h et que tu y vas à 20h30 après ta tournée. Je pense que c'était ça plutôt l'objet de la question. Alors là, la question, c'est plutôt, y a-t-il des horaires de nuit au cas où l'intervention se poursuit au-delà de 20 heures? Donc, si on la commence avant 20 heures, qu'elle se poursuit après, j'imagine que c'est plutôt ça. Alors là, ça, c'est vraiment à l'appréciation de l'infirmier ou de l'infirmière. C'est-à-dire que si elle accepte d'y aller, donc on a toujours possibilité de refuser, hein, ça n'est pas, Ouais. on est bien d'accord, hein, ça n'est pas une obligation. En fait, là, comme on l'a mis, on est bien sur des horaires, enfin, dans le 8 cadre heures, de ce 20 dispositif heures, là, c'est 8h, 20h. Donc, en fait, voilà. normalement, il n'y a pas d'intervention au-delà de 20 heures. Et comme l'a bien redit Véronique, vous êtes libre d'accepter ou non la prise en charge. Donc, si vous estimez que pour autant vous êtes vraiment à côté et euh, bon, de toute façon, terminer à 20h30, on le fait tous, donc même sans avoir quoi que ce soit. Après, c'est vraiment à votre appréciation. Par contre, si vous êtes par mégarde ou pour ceux qui ont encore qui peuvent être rejoints après 20 heures et qui reçoivent un appel, là, on sort on sort du protocole dérogatoire, en tous les cas, sur les horaires hors PDSA, ce qu'on appelle PDSA, la permanence des soins ambulatoires. Euh, Là, nous, on a construit en fonction des besoins exprimés par la régulation du 85, hein. On n'a pas inventé, on n'a pas essayé de mettre en place des choses qui n'auraient
pas fonctionné parce qu'il n'y avait pas de besoin. Et j'en ai encore reparlé il y a peu de temps avec la régulation. Il n'y a pas de besoin actuellement exprimé en termes d'appui infirmier après 20 heures et les week-ends. Voilà, pour l'instant, la réponse, elle n'est pas plus claire que ça. Donc, mais par contre, entre 8 heures et 20 heures, là, ils trouvaient ça plutôt pertinent. On a Sylvie Corsin qui lève la main si vous voulez déverrouiller votre micro pour nous poser votre question. Alors, Vous m'entendez? Vous Oui, c'est m'entendez? bon. Ouais, Ouais. excusez-moi. Oui, alors moi, je me suis greffée sur votre réunion parce que je suis infirmière, je suis infirmière libérale à La Rochelle et je suis dans la CPTS de La Rochelle et j'ai aussi fait partie des mesures Brown là, et des SNP. Et justement, je m'interrogeais sur vos horaires parce que nous, à chaque fois qu'on était, alors je pense que ça dépend peut-être effectivement des secteurs, on était tout le temps appelé, mais tout le temps le soir. En EHPAD, c'était jusqu'à minuit. Moi, j'ai été déclenchée souvent, mais le soir. Donc, je m'interrogeais sur vos horaires, mais bon, vous dites que vous avez vu ça avec la régule du 15. Donc, nous, il va falloir qu'on revoie ça parce qu'on voudrait, là, on voudrait s'intégrer au SAS aussi parce que les mesures Brown, elles avaient été arrêtées. Et voilà, je faisais la Ouais. curieuse pour voir comment vous faisiez. Tout à fait. Bah, pour vous dire, c'est très différent sur chaque secteur et on se rapproche en fait de la régulation de chaque département. Même nous, sur notre région, où on a 5 départements, pour le moment, c'est pas lancé de la même manière sur tous les départements. On a des Ouais, c'est ça. départements où c'est pas encore du tout lancé, d'autres où on a besoin d'astreintes, où il y a peut-être des déserts médicaux un peu plus prononcés. Et ce qui nous a été dit en Vendée, c'est que le besoin était sur ces plages horaires-là, donc du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h. Ouais, du Alors, coup, c'est j'avais posé une autre question. C'était, je comprenais pas non plus pourquoi il n'y avait pas de dérogation sur les kilomètres. Mais du coup, ça se comprend mieux puisque c'est en journée. À partir du moment où on fait des kilomètres, si Alors, un autre cabinet ne répond pas, je trouvais pas il normal y qu'il n'y a ait pas de dérogation. Alors, dans le protocole dérogatoire, il existe quand même la possibilité d'intervenir sur les horaires hors 8h, 20h. Il existe. Et pour le coup, sur les interventions sur ces horaires-là, là, elles seraient sous forme d'astreinte. On se rapprocherait là, du coup, des mesures Brown. Alors, Ouais, mais D'accord? vous pour les, répondre À partir du moment où on est pour Pardon. répondre à ta question, Sylvie, les mesures Brown sont toujours actives, hein, puisque nous, on les ouais, mais utilise pas toujours en chez SAR. nous. Chez nous, ils les ont Voilà, arrêtés. donc peut-être que nationalement, elles existent toujours. En fait, ce qui fait souvent la différence entre les besoins d'un département à l'autre, c'est la mobilité des médecins le soir sur leur garde. En Vendée, les médecins sont des médecins de garde qui sont mobiles, c'est-à-dire qu'à 21 h, le médecin il est appelé par la régule, il va aller voir un patient à son domicile. Nous, en Sarthe, on a été obligé de mettre en place des astreintes infirmières, ce qui est une particularité de notre département, puisqu'en fait, les médecins ne se déplacent jamais, jamais au domicile des patients après 20 h. Donc, en fait, on a mis un autre dispositif complémentaire. C'est Quand ce que on a tu m'avais interrogé envoyé, donc vous avez gardé les deux. voilà, Vous avez mis quand les on deux, a, en d'accord. fait, on s'est adapté à chaque département en fonction des besoins de la régulation et qui est souvent lié à l'offre de soins qui existe ou non après 20 h. En tout cas, en Vendée, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de besoin identifié par la régulation de faire intervenir des infirmiers en lieu et place des médecins après 20 h ni les week-ends. Ça D'accord, peut ok. changer, Non, mais mais je pour l'instant, comprends, c'est ça. c'est clair, hein, vos réponses sont claires et du coup, voilà, je vois mieux comment nous on va pouvoir en discuter. Donc, c'était gentil de m'accepter en tout cas. Pas de souci. Je vous Pas de propose souci. qu'on passe aussi aux autres questions. Donc là, on a 2 questions sur les messageries sécurisées pour recevoir les ordonnances. Dans les faits, oui, normalement, on est obligé d'avoir une messagerie sécurisée pour recevoir ces ordonnances-là, puisqu'on a quand même des données de santé qui sont précisées sur les ordonnances. On va aussi vous envoyer, donc, avec le support du webinaire, le lien en fait vers le guide tutoriel qui reprend un peu pas à pas ce qu'il y a à faire donc là pour prendre en charge des patients dans le cadre du dispositif de soins non programmés et notamment, si vous n'en avez pas, comment avoir une messagerie sécurisée pour recevoir les ordonnances. Après, si vraiment vous n'avez pas à ce jour de messagerie sécurisée, il peut y avoir voilà, des petites ordonnances qui peuvent être envoyées hors messagerie sécurisée de santé, mais
on va quand même privilégier ce moyen-là pour communiquer et avoir les ordonnances. J'ai vu quelques questions passer sur le fait qu'on reçoive les ordonnances parfois en décalé, parce qu'en fait, ça dépend des organisations du SAMU. C'est pas le médecin régulateur qui va générer l'ordonnance, c'est souvent la secrétaire. Et il est possible qu'elle soit en repos le mercredi, il est possible qu'elle soit partie à 17 heures. Donc, en fait, on leur a laissé un délai. Mais en général, vous recevrez bien sûr l'ordonnance sous un délai plus court que 5 jours. Effectivement, ça astreint à faire du dégradé. Là, je vous rejoins. Mais c'est surtout qu'en termes de fréquence, il ne faut pas imaginer que vous allez être dérangé ni mobilisé très souvent. À l'échelle d'un département, c'est parfois une demande par jour à l'échelle d'un département. Donc, il y a une grosse probabilité pour que vous ne soyez jamais appelé. Il y a une probabilité en fonction de la densité de population sur laquelle vous travaillez, que vous allez peut-être être appelé 1 ou 2 fois dans l'année. Mais globalement, c'est pas ça qui va modifier complètement votre taux de dégradé au sein de votre cabinet. Oui, et puis dégradé, on connaît le numéro du prescripteur. La prescription est censée être de la date de la visite. On peut toujours télétransmettre, par contre, en différé, avec à réception de la prescription. Ouais, 5 jours, c'est vraiment là le Nous, délai c'est voilà, maximum, mon hein. logiciel, il peut faire ça, par exemple. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je sécurise au domicile du patient. Par contre, je ne télétransmets pas puisque je n'ai pas la pièce jointe. Voilà. Mais en fait, je fais une facture sécurisée au moment où je fais l'acte. Et par contre, dès que j'ai reçu, je la score. Et à ce moment-là, je peux la télétransmettre et c'est plus du dégradé. Et donc là, c'est plus du dégradé. Ouais. Et Stéphanie, donc tu as répondu un peu sur la fréquence en Sarthe sur les appels de la régulation. Est-ce que tu aurais des exemples sur le type de soins que vous pouvez dispenser? Alors, essentiellement, ça va être sur des bilans parfois de chute, des bilans de malaise sans perte de connaissance. Ça va être sur des auxiliaires de vie qui appellent la régule en disant elle n'est pas comme d'habitude. C'est quand même difficile pour un médecin régulateur d'évaluer le comme d'habitude. Donc, il va préférer envoyer un professionnel de santé au domicile pour voir, prendre une tension, une SAT, etc. Moi, ça m'est arrivé d'aller faire une injection parce que la patiente avait déjà une prescription, par exemple, sur des nausées, de pouvoir faire un Primperan. Elle est allée le chercher, elle continue à vomir et puis en fait, elle se sent pas de faire l'injection cutanée. Donc, on peut y aller pour ça. Sur des petites plaies, sur des posées de stéristrip, voir si une plaie est suturable ou non suturable. Parce que le médecin n'a pas pu récupérer de photos parce que le patient il a 85 ans et qu'il ne peut pas faire de photos de sa plaie. Donc c'est plutôt ça. Et puis parfois c'est aussi sur un discours au sein enfin, quand le patient il appelle et que le discours n'est pas clair. En fait, le médecin il a un doute. Il ne sait pas si ça doit partir aux urgences, pas aux urgences. Il sent bien que c'est pas urgent, que ça peut attendre 2-3 heures. Et en fait, il va préférer envoyer l'infirmier pour évaluer avec lui, parce qu'en fait, il faut bien vous dire que c'est une vraie concertation médicale, paramédicale au domicile du patient. On va rappeler le médecin régulateur, dire voilà ce que je vois, voilà ce que je sens, voilà est-ce que l'aidant familial il est en capacité de se rendre compte si la situation se dégrade et il pourra rappeler ou pas, ou la patiente est très isolée. Enfin voilà, il y a un petit peu tous ces facteurs-là où vraiment c'est issu d'une concertation où on va prendre une décision d'orientation ensemble. Ça peut être aussi pas mal sur des problématiques urinaires. Des patients qui sont porteurs de sonde, une sonde qui est bouchée, un patient qui appelle en disant j'ai pas du tout d'urine dans la poche depuis 3 heures, mais j'ai pas vraiment mal au ventre. Bah, ça peut être une sonde bouchée, ça peut être une sonde coudée, ça peut être une sonde arrachée. Et à ce moment-là, l'aidant familial va être allé chercher une nouvelle sonde qu'on va pouvoir reposer au domicile. Voilà, c'est un petit peu tous les cas de figure. Je vous dirais que c'est aussi varié en termes d'adressage et de demande que ce qu'on vit tous les jours au quotidien, en fait. Merci Stéphanie. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas de l'urgence vitale. C'est pas la peine d'avoir des défibrillateurs dans vos voitures. Non. Au cas où on vous en vendrait. Merci. Une autre question, le centre 15 se référera uniquement au répertoire Amélie ou alors une sorte de planning de garde accessible en ligne sera mis à disposition plus tard? Donc là, comme je le disais au début, d'abord, la régulation médicale va faire appel s'il y a un infirmier habituel à l'infirmier habituel du patient. C'est pour ça qu'on vous invite bien à laisser vos coordonnées accessibles chez le patient. Et si le patient, en revanche, n'a pas d'infirmier habituel ou alors qu'il n'est pas disponible, dans ces cas-là, oui, on passera bien par l'annuaire Amélie, donc l'annuaire pour retrouver les professionnels de santé, notamment ici
les infirmiers. Et donc, il n'y a pas à ce jour de planning de garde, parce que là, on n'est vraiment pas sur les astreintes, on est sur les horaires Voilà. de journée, et donc au plus proche du domicile du patient. Ensuite, Ça libère cette contrainte d'établir des plannings et de s'organiser, en tous les cas, sur ces horaires-là. On vous invite vraiment à vous connecter d'ailleurs sur le site de l'annuaire Amélie. Allez vérifier vos coordonnées Oui, professionnelles parce qu'on a quelques surprises. oui, Vous allez découvrir que c'est pas votre numéro de cabinet, que c'est votre numéro perso, que c'est le numéro de téléphone de votre collègue qui est parti, ouais. que c'est pas la bonne adresse. Voilà, donc allez sur l'annuaire Santé Amélie, vérifiez et puis vous faites simplement la demande de modification pour que vos données soient bien à jour. C'est l'occasion de le faire. Donc faites bien attention, hein, il s'agit bien de annuairesanté.amélie. C'est pas l'annuairesanté.fr qui lui est un petit peu différent. Oui, Hein, il y a vraiment 2 annuaires sur lesquels on peut vous retrouver. Là, l'utilisation choisie par la régulation, c'est celui-ci, annuairesanté.amélie.fr. tout à fait. Encore une fois, on va vous envoyer donc le diaporama. Donc, vous aurez juste à cliquer sur le lien qui se trouve sur le diapo pour pouvoir accéder à votre fiche. Une autre question, du coup, si nous recevons l'ordonnance sous 5 jours, cela signifie que la première prescription sera uniquement orale. Oui, mais à partir du moment où tous les appels sont enregistrés, de toute façon, tout est tracé. Vous êtes complètement couvert au niveau de votre assurance et de votre responsabilité professionnelle. De toute Merci façon, tout ce qui- Stéphanie. ouais. Il me semble qu'on est arrivé au bout des questions qui sont dans le chat. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre directement la parole avec votre micro. Bonjour, je voulais savoir quand sera opérationnelle en fait la démarche des soins non programmés infirmiers sur les Pays de Loire, là, enfin du moins en Vendée. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas reprécisé dans dans le diaporama. Du coup, pour la Vendée, ce sera opérationnel donc dès cette semaine, dès le 1er février. Si vous n'avez pas forcément tout noté, alors déjà, vous aurez le diaporama, ça c'est sûr, mais pour les infirmières qui n'auraient pas pu participer au webinaire, avec l'ordonnance, vous recevrez un récapitulatif des facturations possibles et du contexte dans lequel vous avez été appelé. Donc, ça permet aux infirmières qui ne seraient pas forcément au courant aujourd'hui, mais qui seraient appelées vendredi, de continuer, de commencer déjà sur le dispositif. Elles auront toutes les informations nécessaires dans un mail qui accompagnera l'ordonnance. Une question, je crois. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. En attendant, donc, pour compléter ce que vient de dire Stéphanie, donc, je vous enverrai aussi le guide tutoriel qui vous permettra de bien voir le pas à pas et puis reprendre un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Vous pouvez aussi le transmettre à tous vos collègues infirmiers du département puisque ce dispositif-là est vraiment applicable sur l'ensemble du département. Peut-être si je peux juste compléter, c'est que pour que vous sachiez qu'on a une autorisation de cette dérogation jusqu'au 31 décembre, hein, donc c'est quand même un dispositif qui va s'étaler sur 11 mois, ce qui va permettre qu'on l'évalue de façon régulière. Ça, c'est Véronique et Lola qui vont régulièrement reprendre contact avec la régulation pour savoir si le dispositif est bien utilisé, s'il y a des choses à améliorer. Il faut vraiment que vous n'hésitiez pas à revenir vers Véronique ou vers l'URPS si jamais vous étiez appelé sur quelque chose qui vous paraît étrange, surprenant, pas comme vous le pensiez ou un dysfonctionnement, vous n'avez pas reçu l'ordonnance, etc. Nous, on est vraiment là pour vous accompagner en local avec Véronique, surtout l'aspect organisationnel et Lola qui fera le lien avec le SAMU pour que ce dispositif, il évolue, il avance et qu'on s'améliore chaque jour, en fait. C'est aussi une nouveauté pour la régulation, c'est aussi une nouveauté pour les infirmiers. Et donc, je pense qu'on va mettre un petit peu quelques semaines à se roder aussi. Donc, faut vraiment faire remonter tout ce qui pourrait ne pas aller. Mais ne passez, c'est pas grave, passerez pas pour des râleuses, mais pour des gens qui amélioreraient le système. Donc, surtout, vous n'hésitez pas. Oui, oui, tout à fait. Et du coup, à chaque fois que vous recevrez l'ordonnance en cas d'intervention, sera rappelé mes coordonnées,
et ceux de Lola. Donc, c'est ce que disait Stéphanie, voilà, c'est vraiment très important. Faut pas penser que de garder pour soi des choses qui auraient potentiellement dû se passer autrement, mais on ne sait pas pourquoi. Bon, c'est important qu'on ait ces données-là de manière à pouvoir et d'une évaluer et puis réajuster et pas attendre 11 mois pour le faire. Voilà. Donc, parce que potentiellement, vous ne serez appelé que très peu de fois, mais pour autant, voilà, si ça s'est découlé un petit peu comme vous l'aviez entendu, c'est très bien. Si c'est pas tout à fait le cas, il faut pas hésiter à revenir vers moi ou Lola. Tout à fait. Et on a un commentaire de Laura dans le chat qui nous dit on est d'accord que le régulateur ne peut pas nous demander à nous d'aller à la pharmacie. Donc, c'est bien ce qu'on a précisé là sur le diaporama que vous voyez actuellement. Ce n'est pas à l'infirmier de se rendre à la pharmacie, c'est au patient ou au pharmacien de venir livrer directement chez le patient. En général, ce qui peut être bien, c'est quand vous allez avoir l'appel du régulateur, il vous donne le nom, les coordonnées du patient et son numéro de téléphone. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je recontacte le patient tout de suite en leur disant, voilà, je suis l'infirmière qui a été appelée par la régulation. Je vais venir chez vous à peu près dans une demi-heure, 1 heure ou 2 heures, selon le temps estimé où je vais finir ma tournée, où je peux caler ça dans mon organisation. Et puis, tout de suite, comme le régulateur va m'avoir exposé la situation, si c'est une sonde urinaire, je vais pouvoir lui poser la question. Je vais pouvoir dire, bah, est-ce que vous avez bien le matériel? Est-ce que votre épouse est bien partie à la pharmacie? Est-ce qu'à ce moment-là, vous voulez bien me repasser un petit coup de fil quand le matériel est arrivé? Voilà, c'est des choses qu'on cale un peu comme ça, si vraiment il y a un besoin explicite de matériel. Mais dans 9 cas sur 10, en général, ce que vous avez dans vos voitures va suffire euh, à réaliser l'intervention. Eh bien, merci beaucoup. Si vous n'avez plus de questions, on va pouvoir s'arrêter là. Je vous remets les coordonnées du coup de Stéphanie et les coordonnées de l'URPS infirmier. Non, les coordonnées de Véronique. J'ai dit Stéphanie, pardon, j'ai dit Non, non, moi, Véronique. je gère la Sarthe, c'est bien déjà. Merci beaucoup. Merci Bonne à journée tous. à tous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir, merci.